Versailles, 1300 pièces, escalier 67. Des kilomètres de marbre, de dorure, de miroirs, le palais le plus copié du monde, le symbole absolu du raffinement français, et pas une seule salle de bain, pas un cabinet digne de ce nom pour les milliers de personnes qui réussiraient, travailleraient et mourraient entre ces murs. Pas de système d'évacuation, pas d'eau courante dans les appartements. Le château le plus célèbre d'Europe sentait, et ce que les guides touristiques ne vous diront jamais, c'est à quel point les escaliers servaient de latrines, les coins des couloirs aussi, les robes des duchesses traînaient dans ce que la cour laissait derrière elle, et la princesse palatine, une femme qui n'avait peur de rien, a écrit dans ses lettres qu'il y avait des jours où elle ne pouvait pas traverser certains passages sans retenir son souffle. Mais voici ce que personne ne vous raconte. Quelqu'un devait gérer tout ça. Quelqu'un devait se lever chaque matin et s'occuper de ce que 10 000 personnes produisaient, mais que personne ne voulait voir. Et cet homme avait un titre officiel, un salaire inscrit dans les registres de la maison du roi et une place dans la hiérarchie de cour. Le métier le plus répugnant de Versailles n'était pas un accident, c'était une institution. Et le plus troublant, c'est que des familles entières se battaient pour l'obtenir. Dites-moi d'où vous regardez ce soir, la France, le Québec, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Et abonnez-vous si vous en avez assez des contes de fées sur Versailles caméra faciale d'Augustin. Ce sujet, je l'ai découvert par hasard. Un registre de la maison du roi, une ligne de contes parmi des centaines d'autres, un nom, un titre, un montant. Rien de spectaculaire en apparence. Mais quand j'ai compris ce que ce titre impliquait, ce que cet homme faisait, chaque jour, à quelques centimètres du monarque le plus puissant d'Europe, j'ai commencé à tirer le fil. Et le fil n'en finissait pas. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le dégoût, c'est le silence. Ces hommes ont existé, ils ont servi, ils ont rendu possible tout ce que Versailles prétendait être. Et personne ne raconte leur histoire. Ce soir, on la raconte. Voici ce que j'ai trouvé. 6 heures du matin. Versailles dort encore. Les couloirs sont froids, les bougies éteintes depuis des heures. Et dans les appartements du roi, une seule silhouette se déplace en silence. Cet homme ne porte ni épée ni perruque. Il n'a pas de titre de noblesse. Mais, dans quelques minutes, il va faire ce qu'aucun prince du sang, aucun maréchal de France, aucun cardinal ne peut faire. Il va entrer dans la chambre du roi avant tout le monde. Il s'appelle le porte-coton et son travail, c'est de préparer la chaise d'affaires de Louis XIV. La chaise d'affaires. Il faut prendre un moment pour comprendre ce que c'est. Pas un trône, quoique dans la logique de Versailles, c'en est presque un. C'est un siège percé, garni de velours rouge ou cramoisi selon les saisons, parfois capitonné, toujours propre. Un objet fabriqué par les meilleurs artisans du garde-meuble de la couronne, et sa fonction est exactement ce que vous imaginez. Le roi s'y associe chaque matin, parfois plusieurs fois par jour, pour faire ce que tout être humain fait, mais que personne, dans 3 siècles de manuels scolaires, n'a été jugé bon de raconter en détail. Le porte-coton apporte les linges, il les dispose, il assiste, et quand c'est terminé, il vérifie les selles du roi. Ce n'est pas une anecdote, c'est une fonction d'État. La santé de Louis XIV est la santé de la France. Ce que le corps du roi produit chaque matin est examiné, commenté et si nécessaire rapporté au médecin. La couleur, la consistance, la fréquence, tout est noté.
Le journal de la santé du roi, tenu par les médecins Vallot, d'Aquin puis Fagon, contient des centaines d'entrées sur ce sujet, des pages entières, un niveau de détail qui ferait rougir un gastro-entérologue moderne. Et l'homme qui est en première ligne de cette surveillance quotidienne, c'est le porte-coton. Mais voici ce qui trouble encore quand on lit les registres de la maison du roi. Ce poste que n'importe qui aujourd'hui jugerait humiliant, n'était pas une punition, c'était un privilège recherché, négocié, parfois acheté à prix d'or. Les charges de la maison du roi fonctionnaient comme un marché. On achetait un office, on le transmettait à son fils, on le revendait avec profit, et le porte-coton, malgré la nature de sa tâche, avait quelque chose que la plupart des courtisans n'auraient jamais, un accès quotidien, physique, intime au corps du roi. Ce qui me cotait encore, après toutes ces années passées dans les registres de la maison du roi, c'est cette idée. La proximité physique la plus extrême, celle du corps, de ses fonctions les plus basses, était considérée comme un sommet de faveur politique. Toucher le roi là où personne d'autre ne pouvait le toucher, c'était une forme de pouvoir, pas le pouvoir des ministres ou des généraux, un pouvoir plus ancien, plus charnel, le pouvoir de celui qui sait ce que personne d'autre ne voit, et ce pouvoir avait un prix. Le porte-coton recevait un salaire confortable, et je précise, parce qu'on n'y pense pas forcément, des avantages en nature considérables, logement à Versailles, accès aux cuisines royales, droit de revendre certains surplus et surtout une position dans la hiérarchie domestique qui ouvre des portes. Des familles entières ont bâti leur ascension sur des charges comme celle-ci, pas par le mérite militaire, pas par l'éloquence, par le service du corps. Saint-Simon, dans ses mémoires, décrit avec une précision presque cruelle la mécanique de ces charges, qui les détenait, qui les convoitait, qui avait payé combien. Il ne cache pas son mépris pour certains titulaires, mais il ne cache pas non plus le fait que tout le monde, absolument tout le monde à Versailles, comprenait la logique. La proximité au roi valait plus que le titre, et la proximité la plus grande était celle du corps. Louis XIV le savait, il en jouait. Recevoir un courtisan pendant qu'il était sur sa chaise d'affaires, c'était lui accorder une faveur extraordinaire. Certains ministres ont reçu leurs instructions les plus importantes dans cette pièce, à ce moment précis. Le duc de Saint-Simon raconte avoir vu des hommes attendre des heures dans l'antichambre pour être admis, non pas à un conseil, non pas à une audience officielle, mais à ce moment-là, ce moment où le roi était assis sur un siège percé, un linge à portée de main, et où la politique se faisait entre deux efforts. Le système de Versailles ne sépare pas le sublime du sordide, il les fusionnait. Et le porte-coton se trouvait exactement à cette jonction, là où le corps du roi le plus puissant d'Europe rencontrait ses plus ordinaires. Et c'est là qu'on commence à comprendre quelque chose sur Versailles que les dorures ne montrent pas. La hiérarchie ne reposait pas sur la dignité du travail, elle reposait sur la distance entre votre main et la peau du roi. Plus vous étiez proche, plus vous comptiez, même si cette proximité vous plaçait dans un endroit que personne, en dehors de ces murs, n'aurait envié 10 000 personnes. C'est le chiffre qu'on retrouve dans les estimations les plus sérieuses. 10 000 âmes entassées dans un palais conçu pour impressionner, pas pour accueillir. Des courtisans, des serviteurs, des gardes, des cuisiniers, des palefreniers, des lavandières, des porteurs,
des valets, des secrétaires, des ecclésiastiques, des musiciens, et leurs familles, parfois, logées dans des soupentes, sous les toits, dans des pièces si petites qu'on ne pouvait pas y tenir debout. Et pour ces 10 000 personnes, presque rien. Pas de réseau d'eau courante dans les appartements avant des décennies de travaux. Pas de système d'évacuation digne de ce nom. Quelques fosses d'aisance, insuffisantes, mal entretenues, souvent bouchées. Des pots de chambre pour ceux qui avaient la chance d'en posséder un. Et pour les autres, pour la majorité, les escaliers, les couloirs, les passages dérobés, les recoins sous les fenêtres. Et parfois, quand la nuit tombait et que personne ne regardait, les jardins eux-mêmes. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une légende noire inventée par les ennemis de la monarchie. C'est dans les lettres. Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV, a écrit des milliers de lettres au cours de sa vie à Versailles. Elle écrivait à sa famille en Allemagne, sans filtre, sans censure, avec une franchise qui fait encore rougir les historiens 3 siècles plus tard. Et ce qu'elle décrit est sans appel. Les couloirs puaient, les escaliers étaient souillés. Il y avait des jours où certaines ailes du château étaient tout simplement impraticables. Elle raconte, et son ton oscille entre le dégoût et une sorte de résignation amusée, qu'un matin, en traversant un passage près de la chapelle, elle a marché dans quelque chose qu'elle refuse de nommer dans sa lettre, mais dont le contexte ne laisse aucun doute, la chapelle, à quelques mètres de l'endroit où le roi priait Dieu. Et pourtant, chaque matin, Versailles redevenait propre, ou du moins suffisamment propre pour que la cour puisse fonctionner. Les dorures brillaient, les parquets luisaient, les jardins de Lenôtre s'étendaient dans leur géométrie parfaite. Comment était-ce possible ? Parce que quelqu'un en nettoyait des équipes entières, des dizaines d'hommes et de femmes, les frotteurs, les balayeurs, les porteurs d'immondices, qui se levaient avant l'aube et travaillaient dans l'obscurité pour effacer les traces de la nuit. Leur travail commençait quand la cour dormait et devait être terminé avant que la cour se réveille. Ils étaient, au sens le plus littéral du terme, invisibles. Leur existence reposait sur le fait que personne ne devait savoir qu'ils existaient. On parle de Versailles comme d'un chef-d'œuvre d'architecture. Et ça l'est. Mais chaque matin, des hommes et des femmes dont personne n'a retenu les noms se mettaient à genoux dans les escaliers de ce chef-d'œuvre pour effacer ce que la nuit avait laissé. Le palais tenait debout grâce à eux. Et aucun tableau, aucune gravure, aucun mémoire de cour ne les montre. Pas un seul. Mais le problème allait plus loin que les couloirs. Sous Versailles, traduit sous le palais, il y avait les fosses d'aisance, où s'accumulait ce que les pots de chambre, les chaises percées et les rares latrines produisaient jour après jour. Ces fosses devaient être vides, et les hommes qui effectuaient ce travail s'appelaient les vidangeurs. Le métier de vidangeur, sous l'Ancien Régime, était l'un des plus dangereux de France, pas au sens noble du danger, pas le danger du soldat ou de l'explorateur, un danger à vendre, invisible, mortel. Les fosses produisaient des gaz toxiques, le méthane et le soufre d'hydrogène s'accumulaient dans des espaces clos, mal ventilés, souvent profonds de plusieurs mètres. Des vidangeurs sont morts asphyxiés au fond de ces trous. D'autres ont été brûlés par des explosions spontanées. Le méthane,
au contact d'une flamme de lanterne, transformait une fosse en piège mortel. Et tout cela se passait la nuit. Des ordonnances royales réglementaient strictement les horaires des vidangeurs. Ils ne peuvent travailler qu'entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Pas pour protéger leur santé, pour protéger le nez de la cour. La puanteur du vidage était telle que même en pleine nuit, des plaintes montaient des appartements voisins. On ne voulait pas les voir, on ne voulait pas les sentir, on ne voulait pas savoir qu'ils existaient. Si vous avez déjà visité Versailles un jour d'été, avec la foule et la chaleur, imaginez ce même endroit sans ventilation, sans système d'eau courante, avec 10 000 personnes et sans un seul égout fonctionnel. Ce que vous respirez aujourd'hui dans la cohue des touristes n'est rien, absolument rien, comparé à ce que les courtisans enduraient chaque jour de leur vie dans ces murs. Et voici le contraste qui reprend tout. Dehors, les jardins de Lenôtre s'étendent à perte de vue, symétriques, immaculés, chaque haie taillée au cordonneau, chaque bassin reflétant le ciel. Dedans, quelque part dans les entrailles du palais, un homme remonte d'une fosse avec un eau plein. Ses vêtements sont imprégnés d'une odeur qui ne partira jamais. Ses poumons portent déjà les traces de gaz qu'il a respirées pendant des heures. Il repose l'eau, il redescend, personne ne le regarde. Une seringue en argent, longue comme un avant-bras, gravée aux armes de France. C'est un objet qui a réellement existé. On trouve la trace dans les inventaires du garde-meuble de la couronne. Un objet magnifique si on ne sait pas à quoi il sert. Et même quand on le sait, surtout quand on le sait, il dit quelque chose d'essentiel sur Versailles. À la cour du roi Soleil, même les instruments les plus intimes devaient être beaux. Cette seringue sert au lavage du roi. Louis XIV en a reçu plus de 2000 au cours de sa vie. Le chiffre est dans les registres médicaux. Le fameux Journal de la santé du roi, tenu successivement par ses médecins Vallot, Daquin et Fagon, un document de plusieurs centaines de pages qui constitue probablement le dossier médical le plus détaillé de toute l'histoire de la monarchie française. Chaque saignée est consigné, chaque purge, chaque lavage, avec la date, l'heure, la quantité administrée. Et, parce que ces médecins étaient méticuleux jusqu'à l'obsession, les résultats observés. Plus de 2000 lavements. Pensez à ce chiffre un instant. Et quelqu'un devait les administrer. Le premier médecin du roi ne s'en chargeait pas lui-même. Ce n'était pas son sonnet. Sous lui, toute une hiérarchie existait, des chirurgiens, des apothicaires, des aides, des garçons de service, et c'est dans les étages inférieurs de cette hiérarchie qu'on trouve les hommes qui concrètement touchaient le corps du roi. L'apothicaire préparait le mélange, un aide tenait la seringue, un autre entretient les linges. Le roi était allongé ou penché selon la méthode du jour, et ces hommes travaillaient en silence, avec des gestes précis, dans une intimité physique que même les favoris du roi n'atteignaient pas de cette manière. Les registres médicaux de cette période sont parmi les documents les plus détaillés que j'ai eus entre les mains dans les fonds de Versailles. Et pourtant, sur l'identité précise de ceux qui administraient les soins quotidiens, les mains qui touchaient réellement le roi, les archives restent étrangement vagues. On connaît le chirurgien en chef, on connaît le premier médecin, mais l'aide qui tenait le linge, celui qui nettoyait après, celui qui restait dans la pièce, quand tout le monde sortait, son nom n'apparaissait presque jamais.
comme si la mémoire officielle avait décidé que certaines mains ne méritaient pas d'être nommées. Et puis il y a eu la fistule, 1686. Louis XIV souffre depuis des mois. Une fistule anale, un canal infecté, qui s'est formé près du rectum et qui provoque des douleurs constantes, des dépressions et une gêne que le roi, malgré toute sa maîtrise de soi, ne peut plus dissimuler. Les médecins ont tout essayé, les cataplasmes, les onguents, les bains. Rien ne fonctionne. L'empire de la douleur. Le roi ne peut plus monter à cheval. Il assiste au conseil en grimaçant. La cour commence à murmurer. Charles-François Félix, premier chirurgien du roi, propose l'opération. C'est un pari immense. La chirurgie, au XVIIe siècle, c'est un couteau, pas d'anesthésie, et une chance sur deux de mourir d'infection. Félix n'a jamais pratiqué cette opération sur un patient vivant de ce rang. Il demande du temps, des mois, il s'entraîne, et c'est ici que l'histoire prend un tour sombre. Il s'entraîne sur des patients de l'Hôtel-Dieu, des pauvres malades atteints de la même affection, qui servent de cobayes involontaires pour que le chirurgien arrive près devant le roi. Combien sont morts pendant ces essais? Personne ne le sait avec certitude. Les registres de l'Hôtel-Dieu pour cette période sont incomplets. Le matin de l'opération, Félix entre dans la chambre du roi avec un instrument qu'il a conçu lui-même, un bistouri courbe, spécialement fabriqué pour atteindre la fistule. Le roi est couché sur le ventre. Madame de Maintenon est présente, locataire la main de Louis. Le père Lachaise, confesseur du roi, est là aussi, et, autour d'eux, des aides, des hommes sans nom dans les comptes rendus, des mains qui respectent le roi, qui écartent, qui tamponnent le sang, qui passent les instruments. L'opération dure des heures. Le roi ne crie pas, ou du moins, c'est ce que la version officielle affirme. Félix incise, cautérise, recoude. Le sang coule, beaucoup. Mais ce que les récits glorieux de l'opération ne racontent pas, ce qu'ils survolent en une phrase ou deux, ce sont les semaines qui ont suivi. La plaie devait être nettoyée chaque jour. Les pansements ont changé. La zone examinée, touchée, désinfectée avec les moyens de l'époque. Et ce travail, jour après jour, nuit après nuit, n'était pas celui de Félix. Félix venait, observait, donnait ses instructions. Mais celui qui restait au chevet du roi à 3 heures du matin, qui changeait les linges imbibés, qui nettoyait ce qu'il fallait nettoyer, celui-là n'a pas eu droit à la gratification de 1000 livres que Félix a reçus après la guérison. Son nom n'est dans aucun mémoire, aucune gravure sur la montre. Ces hommes n'étaient pas des bourreaux. Ce mot est trop violent pour ce qu'ils étaient. Disons plutôt qu'ils étaient des exécutants, pris dans un système médical dont personne, pas même eux, ne mesurait encore toute l'absurdité. Ils saignaient le roi parce que la théorie des humeurs l'exigeait. Ils purgeaient le roi parce que c'était le protocole. Ils administraient des lavages 3 fois par semaine parce que les médecins étaient convaincus. Et si un doute les traversait parfois, si une principale hésitait avant d'enfoncer la seringue une fois de plus, rien dans les archives ne le dit. On ne disait pas non au roi, on ne disait pas non au système. On obéissait et on nettoyait après. La seringue en argent, gravée aux armes royales, est conservée dans les inventaires longtemps après la mort de Louis XIV, un objet magnifique, conçu pour un usage que personne à Versailles n'aurait décrit à voix haute dans un salon, mais que tout le monde, du premier valet au dernier aide apothicaire, connu dans ses moindres détails. Et puis, il y a tous les autres, ceux dont on ne parle jamais,
Pas le porte-coton, qui avait au moins le prestige de la proximité. Pas l'aide chirurgien, qui pouvait se dire au service de la médecine. Non, ceux qui n'avaient rien, ni titre enviable, ni accès au roi, ni salaire remarquable, ni la moindre chance de voir leur nom inscrit quelque part. Les véritables invisibles de Versailles, ceux sur lesquels le palais entier repose comme un édifice, repose sur ses fondations, sans que personne ne regarde jamais en bas. Les porteurs d'eau d'abord, avant l'installation progressive et très lente de canalisation dans certaines ailes du château, toute l'eau de Versailles devait être montée à la main, chaque goutte. L'eau pour boire, l'eau pour les cuisines, l'eau pour les rares bains, l'eau pour les fontaines intérieures, et l'eau, des quantités considérables pour nettoyer ce que 10 000 personnes laissaient derrière elles chaque nuit. Des hommes montaient et descendaient les escaliers du palais avec des eaux, des brocs, des récipients de toutes ces tailles, du matin au soir, des centaines de voyages par jour, les mêmes marches, le même poids, les mêmes épaules. Et quand un porteur d'eau tombait malade ou se bénissait, ce qui arrivait souvent, parce que les escaliers de service étaient étroits, mal éclairés, glissants, on en trouvait un autre. La machine ne s'arrêtait pas. On ne connaît le nom d'aucun d'entre eux. J'ai cherché, dans les registres de la maison du roi, dans les comptes des bâtiments, dans les listes de personnel que les administrateurs tenaient avec une précision variable selon les années. Les grands officiers sont là, les valets de chambre sont là, les cuisiniers parfois, mais les porteurs d'eau, ceux qui rendaient la vie elle-même possible à l'intérieur de ces murs, n'apparaissent que comme des lignes de dépenses. Tant de livres pour le portage de l'eau, pas de nom, pas de visage, des coûts. Et puis il y avait les blanchisseuses, le linge de Versailles. Il faut mesurer ce que ces deux mots recouvrent. Les draps du roi, bien sûr, changés chaque jour, parfois 2 fois, les nappes des banquets, des dizaines de mètres de tissu fin, tachés de vin, de graisse, de sauce, mais aussi les linges intimes, les chemises portées à même la peau, dans un siècle où le bain était rare et où le linge propre était considéré comme le véritable instrument d'hygiène, on ne lavait pas le corps, on changeait la chemise, les bandages des malades, les draps des accouchements royaux et princes, imbibés de sang, les tissus souillés par les saignées quotidiennes, les linges du porte-coton, tout cela devait être lavé, séché, repassé, plié et rendu impeccable. Les femmes qui faisaient ce travail, parce que c'était presque toujours des femmes, travaillaient souvent à genoux, au bord de l'eau, les mains dans des lessives à base de cendres et de soude qui brûlaient la peau en quelques semaines. Leurs articulations gonflaient, leurs doigts se craquelaient jusqu'au sang. En hiver, l'eau était glacée. En été, le puanteur du linge sale dans la chaleur rend les lavoirs difficilement supportables, et le volume ne diminuait jamais. Versailles produisait du linge sale comme il produisait de la politique, sans interruption, sans relâche, sans merci. On dit souvent que Versailles a été construit par la volonté d'un seul homme. C'est vrai pour l'idée, pour le rêve. Mais physiquement, concrètement, Versailles a été maintenu debout par des milliers de personnes, dont le travail quotidien consistait à effacer les traces de la vie elle-même, la saleté, la maladie, la mort, les déchets. Le palais du roi Soleil n'était pas seulement une œuvre d'art, c'était un organisme vivant, et ces gens en étaient les organes qu'on ne montre dans aucune planche d'anatomie. Plus bas encore dans la hiérarchie,
si bas qu'on hésite à employer le mot hiérarchie parce qu'il suppose une structure, une reconnaissance, et ces gens n'avaient ni l'une ni l'autre. Il y avait les équarrisseurs, les fossoyeurs, ceux qui s'occupaient des chevaux morts dans les écuries royales, et il en mourait beaucoup. Les écuries de Versailles abritaient des centaines de bêtes, et un cheval mort de coliques ou de blessures pesait plusieurs centaines de kilos qu'il fallait évacuer, dépecer, faire disparaître avant que l'odeur n'atteigne les fenêtres des appartements. Il y avait les chiens de chasse blessés qu'on achevait et dont il fallait se débarrasser, les montagnes de déchets des cuisines royales, des cuisines qui nourrissaient des milliers de bouches et produisaient des quantités de restes que notre époque aurait du mal à concevoir. Et il y avait les morts, les serviteurs qui mouraient sans famille, sans ressources, dans les combles du château ou dans les dépendances. Quelqu'un devait s'en occuper. Quelqu'un devait porter le corps, organiser un enterrement sommaire, nettoyer la pièce pour que le suivant puisse s'y installer. Car à Versailles, l'espace était si précieux que la chambre d'un mort était réclamée avant que le corps ne soit froid. Tout cela se passait à quelques centaines de mètres, parfois quelques dizaines, de la galerie des glaces, où 357 miroirs reflétaient la lumière de 20 000 bougies les soirs de fête. Et puis il y a les cureurs de puits et de canaux. L'eau de Versailles, celle des bassins, des fontaines, des réservoirs, stagnait. Elle verdissait. Elle devenait un bouillon de maladie dans les mois chauds. Des fièvres couraient régulièrement dans le palais, important serviteurs et courtisans, sans distinction, quoique, et la nuance compte, les courtisans avaient des médecins et les serviteurs n'avaient rien. Les hommes qui descendaient dans ces puits pour les curer, qui raclaient les parois des canaux à main nue, qui pataugeaient dans des eaux dont la couleur seule aurait dû servir d'avertissement. Ces hommes attrapaient des maladies dont ils ignoraient le nom et mouraient, parfois, sans que personne ne fasse le lien entre leur travail et leur fin. On connaît le nombre exact de lustres dans la galerie des glaces. On connaît le prix de chaque miroir. On connaît le nom de l'architecte, du décorateur, du peintre qui a peint le plafond. Mais on ne connaît pas le nom d'un seul homme qui a nettoyé les escaliers de Versailles en 1685. Pas un seul. Ce déséquilibre n'est pas un accident, ce n'est pas un oubli, c'est un choix de mémoire. Versailles a décidé de ce qui méritait d'être retenu, et le travail de ces gens n'en faisait pas partie. Et c'est peut-être ça, le vrai métier le plus dégoûtant de Versailles. Pas un métier en particulier, pas le porte-coton, pas le vidangeur, pas la blanchisseuse, mais le fait que le système entier reposait sur une idée, l'idée que certains travaux et certaines personnes devaient rester, revenons au porte-coton, pas celui de Louis XIV, celui d'après, et celui d'encore après. Parce que la poste n'a pas disparu avec le roi Soleil, il a survécu. Louis XV a eu le sien, Louis XVI également. La charge s'est transmise, vendue, héritée, comme un bien immobilier. Des familles ont tenu ce rôle sur plusieurs générations. Un père apprenait à son fils les gestes, les codes, le silence nécessaire. Et le fils, à son tour, se levait avant l'aube pour préparer la chaise d'un roi qu'il n'avait pas choisi de servir de cette manière, mais qu'il servait quand même, parce que c'était le métier de la famille, parce que c'était leur place dans l'édifice, et parce qu'à Versailles, on ne quittait pas sa place. Le dernier porte-coton connu
a servi jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et après, le silence. La Révolution a balayé les charges de cour. D'un coup, en quelques mois, tout un système qui avait fonctionné pendant plus d'un siècle a arrêté d'exister. Les titres ont été abolis, les bureaux supprimés, les registres fermés, et les hommes qui avaient porté ces titres, du grand chambellan au porte-coton, se sont retrouvés dans un monde qui ne comprenait plus ce qu'ils avaient été. Comment expliquer à la France de 1789 que votre famille avait passé 3 générations à servir le roi dans ses moments les plus intimes et que c'était un honneur? On ne l'explicitait pas, on se taisait. J'ai essayé de retrouver la trace du dernier titulaire dans les archives révolutionnaires, dans les listes de suspects, dans les registres d'état civil des années qui ont suivi. Le fil se perd. Ce n'est pas surprenant. Beaucoup d'anciens serviteurs de la couronne ont changé de nom, ont quitté Paris, disparu dans la masse d'une France qui se réinventait. Mais ce silence final m'a frappé. Un poste qui avait existé pendant plus d'un siècle, qui avait été occupé par des hommes réels, avec des familles réelles, des vies réelles. Et à la fin, même l'histoire de leur disparition n'a pas été jugée digne d'être consignée. Ce sont les mêmes archives qui m'ont appris l'existence de ce métier, qui m'apprennent par leur silence comment il a fini. Pas dans un éclat, pas dans un scandale, dans l'oubli. Et c'est là, je crois, qu'il faut s'arrêter un moment, parce que cette histoire n'est pas seulement une curiosité, ce n'est pas seulement un fait bizarre à raconter pour choquer ou amuser. Ce que Versailles nous montre, ce que ces métiers oubliés nous montraient, c'est quelque chose de plus profond, de plus inconfortable. Versailles était un théâtre, tout le monde le sait. Le roi jouait le roi. Les courtisans jouaient comme les courtisans. Chaque geste était codifié, chaque regard calculé, chaque position dans une pièce chargée de sens politique. Mais, comme dans tout théâtre, il y avait une scène et des coulisses. Et la règle absolue, la règle que personne n'avait besoin d'énoncer parce que tout le monde la comprenait, c'était que les coulisses devaient rester invisibles. Le porte-coton était toléré sur scène parce qu'il touchait le roi. Le vidangeur ne l'était pas, la blanchisseuse ne l'était pas, le porteur d'eau ne l'était pas, le fossoyeur ne l'était pas. Ces gens parviennent dans les coulisses de la plus grande scène d'Europe et leur travail consistait à rendre le spectacle possible tout en n'existant pas, et le système ne fonctionnait. Il ne pouvait fonctionner que si personne ne regardait en bas. Mais voilà ce qui me trouble encore après toutes ces années. Ce mécanisme n'est pas mort avec Versailles, pas vraiment. Chaque société construit sa grandeur sur le travail de ceux qu'elle refuse de voir. Chaque époque a ses porteurs d'eau, ses vidangeurs, ses blanchisseuses. Les noms changent, les uniformes changent, la nature exacte du travail change. Mais la logique, cette logique qui dit que certaines tâches sont nécessaires mais indignes d'être nommées, que certaines personnes rendent tout possible mais ne méritent pas d'être regardées, cette logique est toujours là. Elle n'a pas 3 siècles, elle en a des milliers. Versailles ne l'a pas inventée. Versailles l'a simplement portée à un degré de perfection que personne n'a égalé depuis. Il m'arrive de penser à ces hommes et ces femmes quand je renvoie les cartons d'archives le soir dans une salle de lecture vide. Je pense aux porteurs d'eau qui montaient les escaliers pour la 100e fois, un mardi de janvier, les épaules en feu, les jambes lourdes.
Je pense à la blanchisseuse agenouillée dans l'eau glacée, les mains fendues, qui tordait un drap taché du sang d'une saignée royale. Je pense au vidangeur qui descendait dans la fosse à minuit, une lanterne dans une main, en sachant que le gaz pouvait l'emporter à n'importe quel moment. Et je me demande, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, et je préfère l'admettre plutôt que d'en inventer une. Je me demande s'il savait, s'il comprenait le rôle qu'il jouait dans la machine, s'il mesurait l'écart entre ce qu'il faisait et ce que Versailles prétendait être, ou si le système était si total, si englobant, si parfaitement scellé, qu'il ne leur laissait même pas l'espace de poser la question. Les archives ne répondent pas. Les archives ne répondent presque jamais aux questions qui concernent le plus. Elles donnent des chiffres, des dates, des montants. Elles disent combien de bougies brûlaient dans la galerie des glaces. Elles ne disent pas ce que le vidangeur pense en remontant de la fosse. 3 siècles plus tard, ces voix méritent enfin d'être entendues, pas parce qu'elles étaient héroïques, elles ne l'étaient probablement pas au sens où on l'entend, mais parce qu'elles étaient là, parce qu'elles ont porté, nettoyé, vidé, lavé, frotté, enduré, parce que sans elles, il n'y aurait pas eu de Versailles, pas de galerie des glaces, pas de roi soleil, pas de conte de fées à raconter, juste un palais vide qui sentait la mort. Un détail vous a marqué plus qu'un autre, dites-le moi. C'est souvent dans vos commentaires que je trouve mes prochaines pistes. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.